Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir à ce midi du Club ERM. Je me présente Samuel Sivy, je suis responsable des études de l'Institut des actuaires. Et nous sommes très heureux d'accueillir Olivier Réverchon qui va nous présenter son mémoire ERM. C'est la première édition des Midis du Club ERM pour cette année et on en aura qui vont venir régulièrement afin de vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans ce domaine et tous vous informer. Olivier, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup Samuel. Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue pour ce webinaire. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Olivier Reverchon, je suis actuellement Chief Actuary de Swiss Life France et j'ai fait partie justement de la promotion 2020 de la formation ERM de l'Institut du Risque Management, qui est une formation d'ailleurs que je recommande. Et durant cette formation, l'an dernier, j'ai eu à faire ce qu'on appelle un mémoire ERM. Donc, c'est un petit travail d'une douzaine de pages. Hein. Ça n'a pas l'ampleur d'un mémoire ERM, d'un mémoire d'actuariat, pardon, et qui a consisté à appliquer une démarche ERM au projet de création du fonds de retraite professionnel supplémentaire d'une société fictive d'assurance vie, et ceci dans le contexte de la loi Pacte. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ce travail. Alors pour ceux qui y avaient assisté, j'avais déjà animé lors du précédent congrès de l'Institut des actuaires un atelier sur un sujet très connexe puisqu'il s'intitulait Loi Pacte, FRPS et investissement de long terme. Donc ceux qui ont assisté à cet atelier vont retrouver certaines choses similaires. Alors concernant l'organisation de ce webinaire, donc, je vais commencer par vous présenter mon mémoire ERM. Donc ça durera, je pense, une petite trentaine de minutes. Et à l'issue de cette présentation, donc, on pourra passer à une session de questions-réponses. Alors pour les questions, donc, vous devez en avoir l'habitude, mais n'hésitez pas à les poster via l'outil de chat de Zoom. Alors, n'hésitez pas à les poser pendant la présentation. Donc, je ne prendrai pas les questions en direct pendant la présentation, parce que ça va être un peu difficile pour moi en termes de logistique. En revanche, je les consulterai donc à l'issue de la présentation et je tâcherai d'y répondre pendant la phase de questions-réponses qui suivra. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit en termes d'organisation de ce webinaire. Donc, je vous propose de commencer par la présentation de mon mémoire ERM, donc, qui s'intitule « Démarche ERM appliquée à la création du fonds de retraite professionnel supplémentaire d'une société fictive d'assurance vie dans le contexte de la loi Pacte ». Alors, je vais commencer par une introduction réglementaire concernant les fonds de retraite professionnels supplémentaires et la loi Pacte. Alors, les fonds de retraite professionnels supplémentaires ont été introduits dans la réglementation française à partir de 2017. Donc, il s'agit en fait d'une traduction dans la réglementation française d'une directive européenne qui s'appelle IORP 2 et qui régit les fonds de pension européens. Et il s'agit, ces FRPS, de véhicules destinés à porter des contrats de retraite tout en bénéficiant d'exigences quantitatives de solvabilité différentes de solvabilité 2, puisqu'il s'agit d'un retour à des calculs de type solvabilité 1 auxquels ont été adjoints des tests de résistance prospectifs pouvant générer une exigence en capital supplémentaire. Donc, il s'agit de calculs de solvabilité qui sont en première approche plus favorables que solvabilité 2 pour ces structures concernant les stocks de contrats de retraite sur le marché français qui ont en général, en tout cas en moyenne, un taux minimum garanti plus élevé que les portefeuilles d'épargne. Et il s'agit également d'un référentiel a priori plus favorable pour la détention d'actifs risqués, d'actifs en action qui, on le sait, sont assez pénalisés par solvabilité 2. Alors, ces fonds de retraite professionnels supplémentaires ont connu un faible succès initial, en tout cas avant l'entrée en vigueur de la loi Pacte. Alors, ça tient sans doute au fait que les assureurs ont eu des réticences à engager les coûts de création d'une nouvelle structure, à ségréguer dans leur système d'information les activités retraite, puisque c'est nécessaire pour créer un FRPS,
Et pour tous les assureurs qui avaient au préalable un fonds euro mutualisé entre l'épargne et la retraite, donc ils ont souhaité ne pas cantonner leurs activités de retraite. Et il y a aussi beaucoup d'assureurs qui attendaient en fait l'arrivée de la loi Pacte pour prendre leurs décisions. Alors, ce qui fait qu'il y a seulement une poignée de FRPS qui ont été créés avant l'entrée en vigueur de la loi Pacte. Donc, on peut citer par exemple, notamment celui d'Aviva, qui est sans doute le plus important en termes de volume. Et parmi les autres qui avaient été créés avant la loi Pacte, il y en avait certains qui étaient en fait des portefeuilles déjà préalablement cantonnés, donc il était facile d'apporter un FRPS. Alors sur ce, la loi Pacte est intervenue sur le marché français en 2019. Elle a changé la donne sur ce marché de la retraite en France en introduisant de nouveaux produits d'épargne retraite, donc les PER, les plans d'épargne retraite, qui sont venus remplacer les anciens produits de retraite, donc les Madelin, les PERP, les articles 83. Ces nouveaux produits PER présentent de nouvelles caractéristiques différentes de celles des anciens produits. Alors, parmi ces différences, on peut notamment citer une nouvelle option de sortie en capital sur le compartiment des versements volontaires de ces contrats. On peut citer une transférabilité accrue entre contrats. Et on peut également citer le fait que la loi Pacte promeut les investissements en unités de compte sur ces produits pour, entre guillemets, financer l'économie via notamment des grilles de gestion pilotées qui doivent être proposées par défaut sur ces contrats. Donc, les nouvelles caractéristiques de ces produits devraient à terme venir modifier les risques des portefeuilles de retraite des assureurs français. Alors de plus, la loi Pacte, elle impose un cantonnement obligatoire de ces nouveaux produits PER à réaliser par les assureurs français impérativement d'ici fin 2022. Alors, c'est un cantonnement qui est obligatoire pour les produits PER et optionnellement, les assureurs peuvent également transférer sur ce nouveau canton tout leur stock d'anciens contrats éligibles. Donc, si on analyse un peu la situation, les assureurs ont deux possibilités pour créer ce nouveau canton. Soit ils peuvent créer une comptabilité d'affectation, Pacte, au sein de leur entité d'assurance vie, ou ils peuvent apporter leur portefeuille de retraite à un FRPS, à un fonds de retraite professionnel supplémentaire. Alors d'autant que la réglementation a pris le soin d'aligner les périmètres, puisqu'elle a réintroduit les PERP dans le périmètre des contrats admissibles pour les fonds de retraite professionnels supplémentaires, alors qu'ils en étaient exclus à l'origine, puisque ce n'est pas de la retraite professionnelle, c'est de la retraite pour les particuliers. Et de plus, la réglementation a pris le soin d'aligner les deadlines, puisque la deadline pour la création de la comptabilité d'affectation Pacte, c'est fin 2022, qui est également la date limite pour transférer un portefeuille de retraite depuis un environnement solvabilité 2 vers un FRPS. Donc, ce cantonnement obligatoire, partiel ou total des activités de retraite imposées par la loi Pacte a entraîné un regain d'intérêt très significatif des assureurs pour la création d'un FRPS. Donc, ce qui fait que de nombreux projets de création de FRPS ont vu le jour post-loi Pacte. Alors, certains ont dégainé les premiers. On a vu notamment dans la presse l'an dernier que Allianz, AXA et je crois Médicis ont annoncé déjà avoir créé un FRPS post-loi Pacte. Mais de nombreux autres FRPS devraient voir le jour d'ici fin 2022, puisqu'il y a plusieurs projets qui sont actuellement en cours chez certains assureurs. Alors, c'est dans ce contexte que je me suis intéressé dans ce travail à un acteur fictif de la retraite en France, que j'ai appelé Lambda Life, important acteur de la retraite individuelle qui a décidé de lancer un projet de création d'un fonds de retraite professionnel supplémentaire pour qu'il devienne son canton Pacte et pour y loger l'ensemble de son business retraite, donc non seulement les nouveaux produits PER, mais également tout son stock d'anciens contrats éligibles. Alors, pour vous donner quelques informations sur le portefeuille fictif que j'ai étudié de Lambda Life, donc, il s'agit d'un portefeuille avec à peu près 2/3 d'épargne et 1/3 de retraite. Sur la partie retraite, un taux minimum garanti assez élevé sur le fonds euro, de l'ordre de 2%, un taux minimum garanti beaucoup plus faible sur la partie épargne, de l'ordre de 0,5%, et une part en unité de compte beaucoup plus modérée sur la partie retraite que sur la partie épargne.
Alors, si je passe au slide suivant, donc, j'ai indiqué tout à l'heure que les fonds de retraite professionnels supplémentaires constituaient a priori, en première approche, un cadre quantitatif plus favorable que Solvabilité 2 pour les portefeuilles de retraite du marché français. Alors, j'ai pu le constater sur le portefeuille que j'ai étudié avec une augmentation très significative des ratios réglementaires lors de la création du FRPS. Alors, que ce soit sur le ratio réglementaire du FRPS lui-même, que ce soit sur le ratio réglementaire de la société d'assurance vie mère post-rapport à sa fille FRPS de son portefeuille de retraite, qui est toujours soumise à Solvabilité 2, ou que ce soit sur le périmètre consolidé de l'ensemble mère, donc société d'assurance vie et FRPS. Donc on a des calculs de type Solvabilité 1 sur le périmètre du FRPS qui sont bien plus favorables que Solvabilité 2 pour un portefeuille comme celui considéré avec un taux minimum garanti assez élevé sur le fonds euro de l'ordre de 2%. Alors, la réglementation a adjoint à ces calculs de type Solvabilité 1 des tests de résistance prospectifs qui peuvent générer ce qu'on appelle un capital add-on, c'est-à-dire une exigence de capital supplémentaire s'il se déclenche. J'ai pu constater sur le portefeuille étudié que ces tests de résistance étaient extrêmement peu mordants sur le portefeuille étudié dans les conditions actuelles. Et donc, dans ce cas-là, n'ont pas déclenché d'exigence en capital supplémentaire. Donc, on a vraiment un cadre quantitatif qui est a priori plus favorable que Solvabilité 2 pour le portefeuille étudié. Alors, en revanche, c'est un cadre quantitatif réglementaire qui est quand même assez dangereux puisque le ratio réglementaire du FRPS est assez insensible aux risques pris par celui-ci. Par exemple, j'ai pu constater que si on doublait ou triplait la part investie en actions sur le fonds euro du FRPS, ça n'avait pas d'impact en t égale 0 sur le ratio réglementaire de celui-ci. Donc on a un ratio réglementaire du FRPS qui n'intègre pas ex ante les risques pris par celui-ci, et ces risques peuvent se révéler de manière assez brutale, ex post, dans le ratio réglementaire du FRPS lorsqu'ils impacteront les comptes du FRPS. Alors ça peut arriver dans le futur via par exemple une provision pour dépréciation à l'actif, ou bien par le déclenchement au passif d'une provision pour aléas financiers, puisqu'on est sur un portefeuille, comme je l'ai indiqué, avec un taux minimum garanti assez élevé. Donc tout ceci confère une importance toute particulière aux piliers 2 et 3 de type Solvabilité 2 que la réglementation a introduit pour ces structures, et ça confère une importance toute particulière à la mise en œuvre d'une démarche ERM. Alors justement, dans ce contexte, mon travail a consisté à mettre en place une démarche ERM sur le projet de création du fonds de retraite professionnelle supplémentaire de Lambda Life, et ceci dans le contexte de la loi Pacte qui va venir modifier les risques du portefeuille de retraite considéré. Alors j'ai appliqué dans ce mémoire toutes les différentes étapes du cycle de la démarche ERM, en passant par l'identification des risques sur ce portefeuille dans ce nouveau contexte, leur mesure, la proposition d'actions de gestion et de traitement de ces risques, la proposition d'actions de surveillance et de reporting, et en bouclant avec le cadre d'appétence au risque de la compagnie. Donc, étant donné le cadre limité de ce mémoire, de ce travail, j'ai dû quand même choisir des angles d'attaque et j'ai fait un certain nombre de focus particuliers. C'est ces focus particuliers que j'ai repris ici dans cette présentation. Je n'ai pas repris tout le mémoire. Donc, concernant ces focus, donc, notamment dans la phase d'identification des risques, j'ai fait un focus sur un sujet que j'appelle la démutualisation du fonds euro, et un focus également sur la hausse du risque comportemental sur le portefeuille de retraite considéré suite à l'introduction des nouveaux produits PER. Et concernant la phase d'action, de gestion, d'atténuation des risques, j'ai fait notamment des propositions de mesures plutôt du côté du passif, mais je me suis également intéressé à la sélection initiale des actifs à apporter au futur canton retraite. Voilà, donc je vous propose de passer à la phase d'identification des risques. Donc dans cette situation, donc ce que j'indiquais, c'est que le fonds de retraite professionnel supplémentaire
constitue a priori un cadre quantitatif plus favorable que solvabilité 2 pour le portefeuille étudié, voire incitatif à la prise de risque. En revanche, il faut faire attention puisqu'on a d'autres mesures réglementaires, notamment de la loi Pacte, qui vont venir de leur côté augmenter les risques sur le portefeuille étudié. Alors, il y a notamment un premier phénomène qui est donc le cantonnement des activités retraite, qui va entraîner une démutualisation du fonds euro et un risque potentiel de baisse de la marge financière future pour l'assureur. En effet, Lambda Life avait préalablement à la création du FRPS un fonds euro qui était mutualisé entre son portefeuille d'épargne et son portefeuille de retraite. Et Lambda Life calculait une contrainte de PB minimum réglementaire mutualisée sur l'ensemble de ce portefeuille. Post-création du FRPS, la société va apporter au FRPS un canton retraite qui a un taux minimum garanti élevé, plus élevé que le canton épargne, et va devoir calculer de manière séparée, démutualiser la contrainte de PB minimum réglementaire entre le canton épargne d'un côté et le canton retraite de l'autre. Et ça va générer une baisse potentielle de la marge financière future dans certains scénarios, puisque cette contrainte de PB minimum réglementaire calculée de manière démutualisée, elle va être plus souvent dans la monnaie que la contrainte de PB minimum réglementaire calculée sur l'ensemble du portefeuille. Et ça va entraîner une baisse potentiellement importante de la valeur de portefeuille de la société. Alors, j'ai essayé d'illustrer ce phénomène de démutualisation du fonds euro de manière très schématique sur ce slide, dans un scénario, un exemple simple. Donc, ce que vous pouvez voir donc sur la gauche du slide, c'est la situation du portefeuille mutualisé avant création du FRPS. Donc, dans cette situation, la société parvient à dégager un taux de rendement de l'actif TRA en rouge suffisant pour prélever son niveau de marge financière cible en blanc, avec des pointillés noirs, sans frotter ni sur son taux minimum garanti moyen en gris foncé, ni sur la contrainte de PV minimum réglementaire en pointillés noirs, donc calculé sur l'ensemble du portefeuille. Post-création du FRPS, donc la société va apporter son canton de retraite au FRPS. Le portefeuille épargne va rester au sein de la société d'assurance vie, hors FRPS. Et pour ce scénario, je me suis intéressé à un cas où j'ai supposé que les actifs étaient ventilés proportionnellement aux provisions mathématiques euros, provisions statutaires. Donc dans ce cas-là, on a bien évidemment un taux de rendement de l'actif qui va être similaire entre les deux cantons, donc entre le canton retraite au milieu et le canton épargne à droite, et qui va être similaire au taux de rendement de l'actif qu'on avait sur le portefeuille initial. En revanche, les passifs apportés aux deux cantons ont des caractéristiques assez différentes, puisqu'on peut voir ici que le taux minimum garanti sur le canton retraite au milieu est bien plus élevé que le taux minimum garanti sur l'épargne à droite. Donc, si on s'intéresse à la marge financière que va pouvoir prélever l'assureur post-création du FRPS, on voit que sur le canton retraite au milieu, l'assureur ne peut pas prélever le même niveau de marge financière qu'il pouvait prélever sur le portefeuille mutualisé. Donc, du fait du taux minimum garanti plus élevé, il va être obligé de réduire son niveau de marge financière sur ce canton. Et s'il souhaite augmenter le niveau de marge financière prélevé sur le canton épargne à droite, eh bien, il ne peut pas le faire suffisamment dans ce scénario pour compenser, parce qu'il va se heurter sur la contrainte de PB minimum réglementaire qui est calculée de manière séparée, démutualisée sur ce canton épargne. Donc ça, j'ai essayé de schématiser sur un slide, sur un exemple simple, ce phénomène de démutualisation du fonds euro, qui est un risque important lié à ce cantonnement pour les assureurs qui avaient au préalable un fonds euro mutualisé, qui a un risque de baisse de la marge financière dans le futur. Alors, deuxième risque important sur lequel j'ai fait un focus dans mon mémoire, c'est le fait que la loi Pacte devrait accroître le risque comportemental et de sortie sur le portefeuille de retraite de l'assureur. Donc, en effet, l'assureur Lambda Life s'attend à une croissance importante des nouveaux produits PER, en particulier individuels, au sein de son portefeuille,
Et la loi Pacte a introduit pour ces produits, ces nouveaux produits, de nouvelles caractéristiques, en particulier de nouvelles options de sortie. Et ces nouvelles options de sortie vont accroître le risque comportemental du portefeuille étudié. Donc, concernant les nouvelles options de sortie, j'ai indiqué que la loi Pacte avait introduit une transférabilité accrue entre contrats, qui déclenche d'ailleurs actuellement une guerre commerciale à court terme, puisqu'on a pas mal de transferts de contrats entre assureurs. La loi Pacte a introduit une nouvelle option de rachat en cas d'achat de résidence principale. Sur le compartiment des versements volontaires, voilà, donc ça va entraîner mécaniquement une hausse du risque de rachat. Et a été introduit également une nouvelle option de sortie en capital, toujours sur ce même compartiment des versements volontaires. Et donc là, on observe d'ailleurs une très forte appétence des clients pour cette nouvelle option de sortie en capital. Et donc, on anticipe qu'à l'avenir, sur ces produits, finalement, très peu de clients vont utiliser l'option de sortie en rente et beaucoup devraient utiliser l'option de sortie en capital, mais qui peut être utilisée en restant sur la phase de capitalisation du produit durant la phase de retraite. Donc ça représente un risque et un danger potentiel pour les assureurs, en particulier pour ceux qui tarifaient les rentes hommes sur les produits individuels avec la table femme. Il y avait ces tarifs qui étaient présents sur le marché pour les produits individuels, donc qui généraient un gain technique sur les hommes lors de la sortie en rente. Et donc ce gain technique va potentiellement être abandonné sur les hommes si jamais ceux-ci ne sortent plus en rente. Donc ça, c'est un premier risque pour les assureurs. Deuxième risque, c'est plutôt un risque stratégique, puisque si ces produits ne sortent plus en rente, on peut s'interroger sur l'avantage stratégique, concurrentiel, compétitif des assureurs par rapport aux gestionnaires d'épargne salariale. Puisque la loi Pacte a pris le soin d'ouvrir la compétition, d'ouvrir le marché de l'épargne retraite entre les assureurs d'un côté et les gestionnaires d'épargne salariale de l'autre. Voilà. Et donc, sur un produit qui ne sort plus en rente, un assureur n'a plus d'avantage par rapport à un gestionnaire d'épargne salariale qui ne peut pas, quant à lui, proposer de rente. Alors, enfin, cette nouvelle option de sortie en capital, à contrario, elle va avoir quand même un avantage, c'est qu'elle devrait à terme faire diminuer le risque de longévité sur ces portefeuilles de retraite, bien entendu, et ce risque de longévité actuellement un risque important sur ces portefeuilles. Voilà, donc en résumé de ce slide, donc du fait des nouvelles options de sortie introduites par la loi Pacte, on devrait voir un accroissement du risque comportemental et de sortie sur les portefeuilles de retraite. Alors ça génère également un risque de modèle, puisque toutes ces nouvelles options étant nouvelles, on ne dispose pas d'observation historique du comportement des clients avec elles, et donc il est très difficile de les modéliser, anticiper, paramétrer a priori. Donc ça, c'est également un sujet que j'ai abordé dans mon mémoire. Alors si je passe au slide suivant, donc ce que j'ai essayé de faire dans mon mémoire concernant la phase d'identification des risques, ça a été de montrer qu'on a une dichotomie réglementaire entre d'un côté des mesures qui incitent à la prise de risque, mais de l'autre côté des mesures qui vont a priori augmenter les risques du portefeuille considéré. Donc avec le fonds de retraite professionnel supplémentaire, on dispose d'un véhicule qui permet de prendre des risques, avec un pilier 1 de ce FRPS qui est a priori adapté à des investissements de long terme, à des investissements en actions, un pilier 1 sur le FRPS qui conduit à un ratio réglementaire plus faible que solvabilité 2 pour les portefeuilles à taux minimum garanti. Mais d'un autre côté, la réglementation vient mettre de nouveaux dangers sur la route des assureurs, avec, comme je viens de l'indiquer, le cantonnement de la retraite qui, via la démutualisation du fonds euro pour les assureurs qui avaient un fonds euro mutualisé, va potentiellement engendrer un risque de baisse de la marge financière future pour les assureurs, et avec l'accroissement du risque de sortie sur les produits PER du fait des nouvelles options introduites par la loi Pacte, qui devraient d'ailleurs sans doute diminuer la duration de ces portefeuilles. Donc avec le FRPS, on dispose d'un véhicule qui permet de rouler plus vite, mais cependant, il faut faire très attention à la sortie de piste du fait des nouveaux écueils que la réglementation met sur la route des assureurs. Donc c'est pourquoi il est très important de définir un cadre de gestion des risques adapté
qui permet, de la manière la plus anticipée possible, d'identifier les nouveaux risques, de les mesurer, de manière de les anticiper beaucoup plus que ne le fait le ratio réglementaire, comme je l'ai indiqué, de manière à pouvoir gérer ces risques dans le cadre d'appétence de la compagnie et de pouvoir mettre en place des actions d'atténuation de ces risques. Alors, donc si je résume, jusqu'à présent, j'ai indiqué que le FRPS constituait un cadre quantitatif a priori plus favorable que Solvabilité 2 pour le portefeuille étudié. En revanche, il fallait faire attention parce que les autres mesures réglementaires allaient en première approche augmenter les risques sur le portefeuille considéré. Mais ce que j'ai montré dans mon mémoire, c'est que la loi Pacte offre également de nouvelles opportunités de gestion des risques qui vont nous permettre de venir atténuer les risques sur ce portefeuille de retraite. Alors, dans mon mémoire, j'ai proposé une série d'actions de gestion des risques. Donc, j'en reprends un certain nombre sur ce slide. Alors, notamment, la loi Pacte a introduit un nouveau paragraphe dans le Code des assurances qui régit la sélection des actifs à apporter à la nouvelle comptabilité d'affectation Pacte. Et ce nouveau paragraphe est plus souple que ne l'était l'ancien article du Code des assurances qui régit les transferts de portefeuille et qui parle, quant à lui, d'une méthode de la quote-part pour sélectionner les actifs. Donc, on doit apporter les actifs proportionnellement aux provisions mathématiques euros, pour simplifier. Donc, avec le nouvel article, désormais, on peut prendre en compte les caractéristiques des passifs transférés pour sélectionner les actifs à apporter à la nouvelle comptabilité d'affectation Pacte. Par exemple, on peut prendre en compte leur taux minimum garanti ou leur duration, puisque le nouvel article fait notamment référence au niveau de provision technique solvabilité 2, des passifs transférés, et également à leur duration. Donc ça, on voit que ça offre une opportunité qui est l'opportunité de réduire l'impact négatif de démutualisation du fonds euro que j'ai mentionné précédemment, en sélectionnant de manière la plus appropriée possible les actifs à transférer à ce nouveau canton. Alors, il y a quand même juste un sujet avec ce nouvel article, c'est que le législateur a introduit ce nouvel article pour les comptabilités d'affectation Pacte, mais pas pour les fonds de retraite professionnels supplémentaires pour lesquels l'article en vigueur est toujours l'article qui régit les transferts de portefeuille et donc qui parle d'une méthode de la quote-part, d'un apport des actifs au prorata des provisions mathématiques euros. Donc ça, on voit que ça confère quand même un avantage en termes de risk management sur la sélection des actifs initiales à la comptabilité d'affectation Pacte par rapport au FRPS. Alors, deuxième point mentionné sur ce slide, donc la loi Pacte promeut les transferts d'anciens contrats de retraite vers les nouveaux contrats PER. Alors de plus, sur ces nouveaux contrats PER, la loi Pacte elle promeut les investissements en unités de compte pour financer l'économie via les grilles de gestion pilotées proposées par défaut, et elle impose une absence de garantie sur le fonds euro. Alors de plus, on observe une très forte appétence des clients pour ces nouveaux produits PER, en particulier pour la nouvelle option de sortie en capital sur le premier compartiment de ces produits. Donc on voit que tout ça offre des opportunités pour réaliser de l'in-force management, puisqu'on va avoir beaucoup de clients désireux de transférer leur ancien contrat vers un nouveau contrat PER afin de bénéficier de ces nouvelles caractéristiques et en particulier de la nouvelle option de sortie en capital. Alors, concernant cette nouvelle option de sortie en capital, j'ai indiqué précédemment qu'elle constituait un risque pour les assureurs, risque d'abandon du gain de table lors de la sortie en vente pour les hommes, suivant les tarifs proposés, risque stratégique de perte de l'avantage stratégique vis-à-vis des gestionnaires d'épargne salariale. Alors, en revanche, cette nouvelle option, elle offre quand même aussi une opportunité importante pour les assureurs, qui est l'opportunité de pouvoir désormais proposer aux clients qui le désirent des unités de compte également durant la phase de retraite de ces contrats. Donc, en effet, avant la loi Pacte, quand les contrats sortaient obligatoirement en rente, la sortie en rente était réalisée sur le fonds en euros. Maintenant que cette sortie en rente n'est plus obligatoire, on va avoir un certain nombre de clients qui ne vont pas souhaiter sortir en rente, qui vont souhaiter
rester, entre guillemets, dans la phase de capitalisation du produit durant leur phase de retraite et qui vont désirer maintenir une part de diversification dans leur épargne, comme ils peuvent le faire sur un contrat d'assurance vie. Ça, c'est une opportunité également pour les assureurs. Et enfin, pour finir ce slide, j'indique que la loi Pacte offre également une autre opportunité, qui est une opportunité réglementaire de pouvoir désormais, alors c'était déjà possible sur le PERC, mais là c'est étendu sur tous les produits PER, donc une possibilité de pouvoir charger les moins-values potentielles sur le fonds euro en cas de transfert sortant. Alors c'est limité, capé à 15% des provisions mathématiques euros, mais on voit que ça offre une opportunité en termes de gestion des risques de pouvoir atténuer un scénario catastrophe de hausse significative des taux couplée à une vague massive de transferts sortants. Voilà, donc si je passe au slide suivant, dans mon mémoire, dans cette phase de gestion et de traitement des risques, je me suis intéressé également à ce que j'ai appelé la boucle de rétroaction des risques. C'est-à-dire on va proposer dans la démarche ERM toute une série d'actions d'atténuation, de gestion des risques, mais certaines mesures de gestion des risques qu'on va proposer vont potentiellement elles-mêmes entraîner de nouveaux risques qu'il va falloir gérer avec attention également. Alors, par exemple, dans ce slide, je prends l'exemple des transferts qui sont promus par la loi Pacte, rendus possibles par la loi Pacte, entre d'anciens contrats de retraite vers les nouveaux PER. Donc, ces transferts vont augmenter le risque de devoir de conseil, puisqu'on a des clients qui vont transférer depuis un ancien contrat qui a certaines caractéristiques vers un nouveau contrat PER qui a de nouvelles caractéristiques. Et donc, il va falloir gérer ce risque avec attention en renforçant le processus de devoir de conseil et sa formalisation sur ces transferts. Donc ensuite, je l'évoquais dans les mesures de gestion des risques, la loi Pacte offre l'opportunité d'actions produits, notamment la possibilité de proposer des unités de compte durant la phase de retraite des PER. Donc, ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est qu'avec les anciens produits de retraite, alors comme vous l'avez compris, dans mon mémoire, je me suis surtout intéressé aux produits de retraite individuels, donc sur les PERP et les Madelins, eh bien, ces contrats sortaient obligatoirement en rente à l'âge de la retraite. Alors, je mets de côté l'option de sortie en capital partielle préexistante sur le PERP pour 20% des encours. Donc, sur le reste, ces contrats devaient obligatoirement sortir en rente à l'âge de la retraite. Et cette sortie en rente se faisait sur le fonds euro. Donc, ce qui fait que les assureurs, avant la loi Pacte, proposaient des grilles de gestion pilotées sur ces produits de retraite individuels qui arbitraient progressivement vers le fonds euro quand on se rapprochait de la retraite et qui finissaient à 100% d'investissement sur le fonds euro à la date de la retraite dans la perspective d'une sortie en rente sur le fonds euro. Et ceci, y compris pour les profils d'assurés les plus appétants aux risques et les plus appétants aux investissements en unités de compte. Donc désormais, post-loi Pacte, donc cette sortie en rente sur le compartiment des versements volontaires n'est plus obligatoire. Et donc, on a toute une série de clients qui ne vont plus désirer sortir en rente à l'âge de la retraite et qui vont désirer maintenir un investissement en unité de compte durant la phase de retraite de ces contrats, comme ils peuvent le faire sur un contrat d'épargne. Donc ça, c'est une opportunité pour les assureurs de proposer de nouvelles grilles de gestion pilotée pour ces clients, maintenant un niveau d'unité de compte au moment de la retraite, de manière à maintenir ensuite, durant la phase de retraite, une diversification de l'investissement pour les clients. Voilà. Alors, d'autant que les grilles de gestion pilotée par défaut de la loi Pacte le permettent, puisqu'elles imposent d'avoir un investissement sur un support prudent à l'âge de la retraite. Et la définition donnée par la loi Pacte de ce support prudent permet d'y loger certaines unités de compte et donc un certain degré de diversification dans l'investissement.
Voilà, donc dans le mémoire, je n'ai pas tout repris dans cette présentation, hein, je me suis également intéressé aux indicateurs de performance et de risque pour le futur FRPS. J'ai mesuré sur ces indicateurs bien l'impact des nouveaux risques que j'avais identifiés. J'ai mesuré l'impact des actions de gestion des risques proposées en montrant qu'elles permettaient d'atténuer la dégradation des indicateurs de performance et de risque, voire d'améliorer ces indicateurs. Et j'ai fait des propositions également en termes de gouvernance et en termes de cadre d'appétence au risque pour le futur FRPS. Donc, en conclusion, donc la démarche ERM mise en œuvre dans ce mémoire a mis en lumière une dichotomie réglementaire entre, d'un côté, le nouveau cadre FRPS qui est plus favorable et incitatif à la prise de risque, mais d'un autre côté, certaines mesures de la loi PAC qui viennent augmenter les risques du portefeuille de retraite considéré. Donc, dans ce contexte, il est très important de définir, comme je l'ai indiqué, un cadre de gestion des risques et une gouvernance appropriée. Alors, j'ai montré également dans ce travail que la loi PACT offrait toute une série d'opportunités d'action de gestion des risques et que ces actions permettaient d'atténuer la dégradation des indicateurs de performance et de risque, voire de les améliorer. Alors, le cadre réglementaire favorable de ces fonds de pension à la française pourrait renforcer l'appétit des conseils d'administration et du management pour des investissements plus risqués ou moins liquides. Donc, dans ce contexte, le rôle du risk manager sera de permettre l'expression de cet appétit, mais dans un cadre de gestion des risques adapté, donc de manière à éviter les écueils qu'ont pu connaître certains fonds de pension européens ou américains. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, j'en ai fini pour cette première phase du webinaire et la présentation de mon mémoire ERM. Donc, je vais maintenant vous demander quelques secondes, le temps que je prenne connaissance de vos questions pour tâcher d'y répondre. Donc, je vous demande quelques instants. Olivier, si vous voulez, je peux vous poser des questions. En fait, on peut faire ça comme ça, si ça Non, vous c'est convient. bon, C'est bon? Ok. Je vais regarder. Alors, il y a une question. Quelles sont les contraintes réglementaires sur le choix d'actifs transférés? Donc là, comme je l'indiquais, il y a deux cas de figure qui se présentent. Il y a le transfert des actifs à la comptabilité d'affectation PACT, si on fait ce choix-là. Moi, mon mémoire, c'était plutôt sur la création d'un FRPS. Et donc, dans ce cas-là, comme je l'indiquais, il y a deux textes réglementaires différents dans le Code des assurances. Pour l'apport, la sélection des actifs à apporter au FRPS, c'est le texte de référence du Code des assurances, c'est celui qui régit les transferts de portefeuille et qui parle d'une ventilation des actifs au prorata des provisions mathématiques statutaires. En revanche, pour la création d'une comptabilité d'affectation PACT, donc le texte mentionne une ventilation des actifs au prorata. Il ne dit pas au prorata, le texte il dit en prenant en compte les provisions techniques, solvabilité 2 des passifs transférés et en prenant en compte la duration de ceux-ci. Voilà. Ensuite, pour l'apport au FRPS, comme dans les transferts de portefeuille, le texte parle d'un prorata des provisions mathématiques euros. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit faire une règle de 3 pure de l'actif initial. Il y a quand même en général un certain degré de liberté qui est accordé dans la sélection des actifs à apporter, mais ce qui est important, c'est de respecter l'équité entre les différents portefeuilles et d'avoir, dans tous les cas, un prorata des richesses transférées qui soit le même dans les deux cantons. Pourriez-vous, s'il vous plaît, détailler un peu plus la possibilité de réduire le risque de démutualisation via une sélection particulière des actifs? Oui, enfin, ça, en fait, c'est assez simple. Donc, là, c'est assez simple. Je veux dire, donc là, je me plaçais plutôt dans le cadre du texte réglementaire qui régit
le transfert d'actifs à une comptabilité d'affectation pacte. Donc là, contrairement à l'autre texte qui parle d'actifs apportés au prorata des provisions mathématiques euros, donc ce qui va se passer, c'est que dans le canton retraite, on va mettre des passifs qui, en général, ont un taux minimum garanti plus élevé et surtout ont une duration beaucoup plus longue. Donc, de manière à réduire l'impact négatif de démutualisation du fonds euro, ce qu'on va chercher à faire, ça va être notamment d'essayer de réduire le gap de duration dans les deux cantons et à mettre en face des passifs retraite longs des actifs suffisamment longs pour couvrir ces passifs et leur taux garanti sur la durée de ceux-ci. Et pour cela, les actifs qui vont être le plus appropriés, c'est les obligations dans le stock qui sont le plus longues et qui sont en général celles qui ont également les plus values latentes les plus élevées. Donc une sélection de tels actifs est possible via une sélection des actifs et une ventilation de la valeur des marchés des actifs au prorata des provisions techniques S2. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile de le faire avec une ventilation des actifs au prorata des provisions mathématiques statutaires euros. Alors, il y a une question. Finalement, en termes d'adéquation de la duration des actifs avec celle des passifs, peut-il y avoir une compensation entre les sorties supplémentaires durant la phase d'épargne et la continuité éventuelle des investissements en UC après la retraite? Ça, je ne suis pas sûr que ce soit une compensation. C'est-à-dire, en termes d'adéquation actif-passif, en général, on se place plutôt sur le fonds euro. Et donc, sur le fonds euro, je pense que les deux éléments vont contribuer à une baisse de la duration du fonds euro, puisque d'un côté, on devrait avoir plus de sorties durant la phase d'épargne des produits, du fait des nouvelles options de rachat, de la transférabilité accrue. Et pour la phase de retraite des produits, on devrait avoir également plus de sorties du fonds euro, puisqu'on a l'option de sortie en capital. Alors, même si l'option de sortie en capital, elle est utilisée par les clients en restant sur la phase de capitalisation du produit sans racheter, s'ils maintiennent, enfin, ils introduisent un niveau d'investissement en unité de compte durant cette phase, ça va conduire également à réduire la duration sur le fonds euro. Voilà. Pouvez-vous expliciter le mécanisme pour conserver des UC à la retraite? Voilà. Alors, je ne sais pas si la question avait été posée avant que je montre les slides dédiés, qui étaient en fin de présentation, mais enfin, voilà, le mécanisme que j'ai expliqué, c'est que si les assurés choisissent l'option de sortie en capital sur les nouveaux produits PER, c'est vrai que quand on pense option de sortie en capital, on pense souvent à l'âge de la retraite à un rachat de 100% du contrat. Mais il y a beaucoup plus de possibilités qui sont offertes sur ces nouveaux produits. Enfin, en tout cas, si les assureurs les ont prévus contractuellement et dans leur système de gestion et donc contractuellement, on peut en effet envisager, donc ce qui n'est plus obligatoire, c'est la sortie en rente, et donc on peut envisager que les assurés, si on le prévoit contractuellement, donc restent dans la phase de capitalisation du produit après la date de retraite. Et donc, dans cette phase de capitalisation, ils peuvent maintenir un investissement en unité de compte. Et comme je l'indiquais, on peut éventuellement prévoir et proposer des grilles de gestion pilotées dans cette optique. Il y a encore une question sur l'actif, mais je pense que j'y ai répondu par les autres. Qu'en est-il dans le cas de taux minimum garanti faible sur la partie retraite? C'est vrai que ça, c'est une question très intéressante.
puisque moi, je me suis placé dans le cadre d'un portefeuille particulier, qui est un portefeuille avec un taux minimum de garantie de 2%, ce qui est assez élevé, forcément, dans le niveau des taux actuels. Voilà, et on peut envisager... Alors, je sais que la moyenne du taux minimum garanti sur le portefeuille de retraite du marché français est également assez élevée, mais on peut en effet envisager certains cas qui sont différents dans lesquels les portefeuilles de retraite ont un taux minimum garanti faible. Alors, on peut se poser également la question dans le cas d'un portefeuille de retraite qui aurait déjà beaucoup d'unités de compte. Alors, dans ce cadre-là, moi, je n'ai pas fait de calcul particulier sur le sujet, mais j'ai pu en voir d'autres ou discuter avec d'autres qui ont montré qu'avec certaines caractéristiques de portefeuille, notamment des portefeuilles avec peu de garanties sur le fonds euro et beaucoup d'unités de compte, dans ce cas-là, solvabilité 2, un environnement solvabilité 2 conduit à une exigence en capital plus faible qu'un environnement FRPS. Voilà. On peut se poser notamment la question également, au-delà du stock initial, sur le new business futur qui va être vendu. Puisque autant les stocks de contrats de retraite sur le marché ont parfois ces caractéristiques, un taux minimum garanti élevé, pas forcément beaucoup d'unités de compte, autant tout le new business qui va être vendu, en particulier sur les produits PER avec l'incitation aux unités de compte, et pas de garantie sur le fonds euro, va avoir plutôt ce genre de caractéristiques. Et donc, on peut s'interroger en effet sur l'efficacité en capital comparée sur ce new business futur entre un référentiel solvabilité 2 et un référentiel FRPS. Alors, je ne vais pas répondre précisément parce que je n'ai pas fait les calculs précis, mais je pense que, en effet, mon intuition est que un new business avec, par exemple, 80% d'unités de compte, garantie sur le fonds euro, sera plus capital efficient dans un environnement S2 que dans un environnement FRPS. Alors, il y a une question intéressante qui est avez-vous étudié comment intégrer cette démarche ERM à des notions de tarification, puisque aujourd'hui la tarification tient souvent compte d'un coût lié à S2. Demain, le capital réglementaire sera moindre, et donc la tarification devrait être revue. Pourtant, les risques, comme vous le mentionnez, sont toujours présents, même s'ils ont pu changer. Comment garder une cohérence entre le risque et le tarif? Donc là, je vais faire une réponse assez générale. Donc, tout ce que j'ai essayé de démontrer dans ce mémoire, c'est que, certes, avec le FRPS, on allait avoir un environnement réglementaire plus favorable. Cependant, en termes de gestion des risques, il est important de maintenir des outils, des outils de mesure qui permettent de refléter de manière appropriée les risques. Et en effet, pour la tarification, il faut bien appréhender de manière appropriée les risques et de manière plus appropriée que le ferait le capital réglementaire. Alors après, je vais quand même ajouter le petit bémol que je viens d'indiquer en termes de tarification, c'est que d'ailleurs, à mon avis, peut-être que l'exigence en capital sur le new business, les produits PER, sera peut-être plus chargée dans le cadre d'un FRPS qui ne pourrait l'être, par exemple, dans un référentiel plus économique comme solvabilité 2. Il y a une question sur les grilles de désensibilisation, mais ça, je pense que j'en ai déjà parlé. Alors, au regard de l'appétence au risque,
comment avez-vous tenu compte des plus-values latentes admissibles en lien avec les hauts niveaux de ratio de solvabilité? Voilà, alors, bon, si je comprends bien la question, donc, concernant les plus-values latentes admissibles, donc en effet, dans le calcul du ratio solo du FRPS, on peut prendre en compte les plus-values latentes, des actifs du FRPS, après en avoir fait la demande à la CPR. Et dans le cadre du ratio consolidé, on a également une part non négligeable de ces plus-values latentes qui est comprise dans le calcul du ratio consolidé, puisqu'on peut prendre en compte ces plus-values latentes à hauteur de 50% de l'exigence en capital brut de PB et pour ce qui dépasse, net de participation aux bénéfices. Donc, ensuite, comment faire le lien avec l'appétence au risque? Ce que j'indique dans le mémoire, c'est que pour mesurer l'appétence au risque, le ratio réglementaire n'est pas forcément l'outil de mesure le plus approprié du fait des défauts que j'ai évoqués. Donc, on peut envisager, par exemple, des outils de mesure plus semblables à ce qu'on fait actuellement dans les modèles internes ou dans Solvabilité 2. Ou alors, si on prend le ratio réglementaire pour mesurer, pour définir le cadre d'appétence au risque, il faut le faire sur un horizon temporel suffisamment important pour que les risques aient le temps de se refléter dans le ratio réglementaire du FRPS. Alors, voilà. Alors là, j'ai... Voilà, et donc je vais répondre à une dernière question. Donc, est-il possible de consulter votre mémoire? Est-il public? Donc, en tout cas, ce qui va être public, ce n'est pas le mémoire lui-même, mais c'est la présentation et le document de la présentation que je viens de faire aujourd'hui, qui devrait être publié sur le site de l'Institut des actuaires, si j'ai bien compris. Mais Samuel va peut-être confirmer. Voilà, je vais pouvoir répondre à la question. En tout cas, merci beaucoup Olivier pour cette présentation et merci à tous ceux qui ont assisté et à toutes les questions qui nous ont permis encore d'éclairer les points qui pouvaient nous interroger. La présentation ainsi que l'enregistrement de ce webinaire seront disponibles d'ici, on va dire, lundi prochain sur notre chaîne YouTube et les slides sur notre site. Je voulais juste informer tous les participants qui s'y sont intéressés par la formation ORM qu'a suivi Olivier, qui nous a dit qu'il a conseillé à tous. Il y a un webinaire de présentation qui est prévu par l'Institut du Risk Management le mardi 29 juin à 11h30. Et si vous voulez plus d'informations sur la formation, rendez-vous sur le site de l'Institut du Risk Management également. Voilà. Un grand merci à toutes et à tous. Et puis à très bientôt. Merci Olivier encore. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.